C'est-à-dire que un niveau de biens publics suffisant est absolument indispensable, y compris pour la prospérité économique. Mais pas seulement. Tous les pays qui sont classés en tête aujourd'hui en matière de développement humain, un indice statistique qui ne comprend pas que la seule richesse économique, eh bien tous ces pays ont au moins 35 à 40% de biens publics. Donc on voit bien que ceux qui se battent pour le maintien d'un haut niveau de biens publics se battent en fait pour des biens de civilisation, des biens de dignité, ce qui fait que dans un pays, tout le monde et tout n'est pas à vendre. C'est-à-dire que le phénomène de création des biens publics a eu aussi un phénomène de dilatation, d'expansion de la richesse globale, et contrairement à tous ceux qui prétendaient que ce n'était pas possible de payer la santé, l'éducation, les congés payés, etc., ça a développé tout un tas d'activités qui fait qu'en fait, aujourd'hui, y compris la richesse privée, est plus importante que quand on avait moins de biens publics. Eh bien, quel est l'enjeu au niveau international? Aujourd'hui, au niveau international, on a 0,3% de biens publics à l'échelle mondiale. Quelque chose de ridicule. On va devoir, de manière absolument indispensable, si on veut combattre l'effet de serre, si on veut combattre les grandes épidémies, si on veut assurer la sécurité alimentaire, une justice pénale internationale, combattre la pollution des océans, on va devoir créer du bien public à l'échelle mondiale, y compris aussi pour réguler la criminalité financière. En même temps, les deux jeunes Guinéens qui, en s'envolant dans une soute d'avion, il y a 2 ans, ont dit aux dirigeants d'Europe « Nous sommes des êtres humains, nous avons droit à l'éducation et à la santé », ils sont morts de froid, mais ils ont été enterrés comme des prophètes dans leur pays, et c'est des prophètes. Ils ont parfaitement raison. On ne pourra pas ne pas leur donner raison. C'est inévitable. Donc, nous allons conquérir, tous ensemble, des biens publics à l'échelle mondiale. Et ça change totalement le principe de la solidarité internationale. Parce que là, ce n'est pas nous qui allons les aider à travers une espèce d'aide au développement néocoloniale, plus ou moins charitable et plus ou moins détournée. Ceux qui vont se battre pour conquérir du bien public parce qu'ils ne l'ont pas, eh bien, en fait, c'est eux qui vont nous aider. Parce que c'est eux qui vont initier un jeu à somme positive par rapport à une humanité qui aujourd'hui va droit dans le mur en confinant ses richesses à un tout petit nombre. Donc on se rend compte que la perspective d'une construction des biens publics à l'échelle mondiale, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé et qui est beaucoup plus accessible que vous ne pensez, parce que nous avons dans notre mémoire le souvenir de la manière dont nous les avons conquis, eh bien, cette construction des biens publics à l'échelle mondiale renverse complètement la perspective de la solidarité internationale. Et à partir de là, j'en viens maintenant tout de suite à ma conclusion, si un Jean-Christophe Mitterrand, qui plaide son innocence dans tous les sens du terme, est capable de planquer 13 millions de francs en Suisse pour ne pas payer l'impôt, ça veut dire que bientôt il n'y aura plus que les pauvres et les imbéciles pour payer leurs impôts, c'est-à-dire pas grand monde. Qu'est-ce que c'est que ça ici? C'est pas la quête à la sortie des églises, c'est le fisc. Le fisc, c'est une œuvre de civilisation. Il n'y a pas de bien public s'il n'y a pas un petit peu de solidarité collective. Qu'est-ce que c'est que les paradis fiscaux? C'est la destruction du fisc, c'est-à-dire la destruction de tout ce que nous avons conquis en 2 siècles. Donc vous voyez aujourd'hui clairement que les paradis fiscaux, ce n'est pas seulement par là que s'en va tout le sang et toute la richesse de l'Afrique. C'est aussi par là qu'est en train de se détruire tout ce que nous avons conquis de notre côté. Et par conséquent, pour ceux qui avaient un petit peu perdu leur boussole en matière militante, nous savons maintenant clairement ce que nous ne voulons et ce que nous ne voulons pas. Si nous voulons des biens de civilisation, c'est-à-dire des biens publics, eh bien, en même temps, nous savons que nous devons combattre ce qui les détruit, c'est-à-dire la criminalité financière. Voilà. Bon, je vais d'abord répondre à ces 2 questions parce qu'elles sont importantes et elles vont ensemble.
ce qui est difficile quand je viens de faire cette démonstration, c'est que je vous parle des délires de l'étage supérieur. Mais il y a encore beaucoup de gens qui se battent à ce niveau-là. Il y a encore des juges intègres, il y a encore des journalistes honnêtes, etc., etc. Il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas totalement hors des règles du jeu. Même si par rapport à la justice et au droit, pour dire les choses autrement, la démocratie, c'est d'abord la capillarisation des contre-pouvoirs, c'est-à-dire le fait qu'à cet étage-là, un certain nombre de gens défendent les règles du jeu contre des gens qui les méprisent. Et évidemment, si les contre-pouvoirs disparaissent, il n'y a plus de démocratie. Or aujourd'hui, ce que j'explique dans mon dernier livre Noir Chirac, c'est que Chirac a partie liée totalement avec ceux qui sont en train de verrouiller très rapidement deux des contre-pouvoirs majeurs qu'il y a en France, c'est-à-dire la justice et les médias, à travers la haute hiérarchie judiciaire et la propriété progressive d'un certain nombre de médias, l'un des derniers épisodes étant Le Figaro, conquis par Serge Dassault, l'héritier du lobby militaro-industriel, mais c'est pas fini. Donc on voit bien que, à la fois, aujourd'hui, on assiste à des choses qui donnent un espoir formidable. Hier, dans Le Monde, vous avez vu, nous avons créé une association avec Maître Bourdon, qui m'a défendu contre les chefs d'État, et cette association a porté plainte au nom de 7 paysans camerounais dont les plantations ont été massacrées par un exploitant forestier français. Et en fait, on en a tout à fait le droit, puisque Rougier est de droit français. Et par conséquent, nous avons créé une association pour porter les plaintes des gens qui sont victimes au Sud des sociétés françaises. Et c'est tout à fait possible. Mais il y a beaucoup d'autres choses dans le même genre. Pour la première fois, un trafic d'armes a été dénoncé par un petit juge, comme on dit. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a 40 ans, Maître Jacques Vergès inventait la stratégie de rupture pour défendre les Algériens colonisés qui se battaient pour leur indépendance en disant « Nous contestons radicalement la justice française ». 40 ans plus tard, Maître Vergès a changé de camp et, avec les avocats des puissants, il est obligé d'inventer une stratégie de rupture pour essayer de déstabiliser les juges, Courroy, Van Humbeck ou les autres, qui sont en train de combattre les puissants. C'est quand même étonnant, c'est un signe d'espoir, ça. Quelque part, la justice aurait-elle commencé à changer de camp? Mais je pourrais vous donner des tas d'exemples. Il y a aujourd'hui tout un tas de procédures contre Sassou Nguesso, contre un certain nombre de dictateurs africains qui sont en train de naître à partir des lois internationales sur les crimes contre l'humanité, des lois de compétences universelles, etc. Si vous voulez, le problème, ce que je voudrais vous expliquer, mais je n'ai pas beaucoup de temps, c'est que, en fait, dans la lutte entre la mondialisation mafieuse, criminelle ou des puissants et la mondialisation des règles du jeu, la première, c'est comme un moteur au kérosène. C'est-à-dire, elle part à toute allure parce qu'elle saisit les opportunités. Et en fait, les gens comme vous et moi, les gens de la société civile qui se battent pour défendre un certain nombre de choses, c'est comme un moteur au diesel. Ils démarrent avec un temps de retard, ils attendent de s'apercevoir que c'est insupportable pour réagir. Mais rassurez-vous, dans l'histoire, les moteurs au diesel vont beaucoup plus loin que les moteurs au kérosène. C'est-à-dire que quelque part, ils commencent à comprendre, et je pourrais vous donner des milliers d'exemples, ils commencent à saisir les mécanismes, et à ce moment-là, la situation se retourne. Regardez tout ce qui s'est passé autour des paradis fiscaux. Il y a 3 ans, on aurait parlé des paradis fiscaux. Il y a à peine un Français sur 10 qui savait ce que c'était. Dans 2 ans, on fait un référendum en Europe pour ou contre les paradis fiscaux. En partie grâce à vous, on gagnera le référendum contre les paradis fiscaux. J'en suis sûr. Parce que leur nocivité est en train de se connaître de plus en plus grâce à des organisations comme ATTAC, dont nous sommes cofondateurs, qui font un travail assez formidable à ce sujet. Je prends par exemple le problème du scandale du non-soin des Africains malades du sida. Bon, tout le monde pensait qu'il était impossible de faire quoi que ce soit. Le lobby pharmaceutique, c'est sans doute l'un des lobbies les plus puissants au monde en termes de corruption. Mais il y a 3 ou 4 petites associations qui ont dit, mais si on prive les Africains de médicaments, ça veut dire que le lobby pharmaceutique est un marchand de mort. Et ils ont dit, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort. Mais le lobby pharmaceutique, c'est un fonds de commerce. Si lui, dont le fonds de commerce est marchand de vie, on lui dit marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, marchand de mort, qu'est-ce qu'il fait? Il recule, il recule, il recule, et il n'a pas fini de reculer, il a commencé de reculer. On a trouvé la faille, parce qu'on a trouvé la faille dans le double langage. Autrement dit, les armes pour lutter
les armes du moteur diesel sont beaucoup plus importantes que vous ne l'imaginez et il n'y a pas lieu de désespérer. Et je vous assure qu'il y a, en matière de justice, des tas d'armes. Le comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde a trouvé quelque chose de formidable. En 1898, en droit international, il y a eu un jugement où les États-Unis ont empêché Cuba de rembourser sa dette à l'Espagne parce que l'Espagne avait installé une dictature à Cuba et les États-Unis ont dit c'est une dette odieuse, illégitime parce qu'elle a été contractée par une dictature. Mais si on applique ce principe de droit international, il y a beaucoup de pays africains qui vont vite être libérés de leurs dettes. Or, c'est les États-Unis qui ont mis le précédent en avant. Donc, on a quand même quelques armes juridiques. Et je pourrais vous en citer des quantités comme ça. Donc, il ne faut pas du tout jeter le manche avant la cognée. Il faut se dire, on a démarré plus tard, mais regardez le forum de Porto Alegre, le forum de Davos. C'est vraiment le concentré de l'étage supérieur. En 2 ans, Porto Alegre a ridiculisé Davos. Et c'est pas fini. Donc, il ne faut pas désespérer. Je vais d'abord répondre à ces 2 questions parce que c'est plus facile en s'en souvenant. D'où vient l'information? L'information, elle est accessible. Même les services secrets vous disent qu'il y a 90% de l'information qui vient des sources ouvertes. Il suffit de faire un travail de chercheur d'or, de dépouiller l'ensemble de la presse française et étrangère. Alors la presse française, il y a une bonne partie des informations, mais vous savez, c'est comme certains poissons dont raffolent les Japonais. Quand vous connaissez bien les désinformateurs, c'est souvent là qu'il y a la meilleure information. Donc il suffit d'isoler le poison et on trouve un certain nombre de choses. Donc vous avez toute la presse française, toute la presse étrangère qui n'a pas du tout les mêmes biais que la presse française, pas toujours. Et puis, on peut se constituer au fur et à mesure un certain nombre d'amis à travers le monde, journalistes, experts, défenseurs des droits de l'homme. Et enfin, depuis 10 ans, il y a des milliers d'Africains qui sont venus nous dire ce qui se passait chez eux et qui ne pouvaient pas publier. Et quand on croise ces 4 sources, on arrive à se faire une idée assez précise quand même de la situation. Sur les causes internes, vous avez tout à fait raison d'évoquer ça parce que j'étais tellement pressé d'arriver à la fin que j'ai oublié une précaution oratoire que j'utilise chaque fois, c'est de dire que je n'allais pas beaucoup parler des causes de la responsabilité des Africains dans cette situation, non pas qu'elle ne soit pas aussi importante, mais parce qu'on vous en parle tout le temps, et qu'il me semblait utile de faire l'information sur dont on ne vous parle pas, c'est-à-dire les responsabilités de l'extérieur. Mais ce serait évidemment une forme de néocolonialisme à l'envers que de dire que les Africains n'ont pas une part importante dans cette situation. Alors, à ce propos, je voudrais dénoncer 2 armes extrêmement importantes, 2 armes idéologiques très importantes du néocolonialisme en Afrique. Et une 3e. La 3e, c'est le mépris, mais j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des gens qui opèrent ces manœuvres de la France-Afrique ou de la mafia-Afrique, ils ont un mépris incroyable de l'Afrique, un mépris invraisemblable. Ils disent l'Afrique c'est une page blanche, on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de créativité politique et culturelle, etc. Ce qui est une connerie monumentale, c'est quand on connaît l'histoire de l'Afrique, mais en même temps, il y a un certain nombre d'Africains qui finissent par le croire. Et ça, se libérer de l'effet miroir de ce mépris, c'est un premier point extrêmement important. Le 2e point, c'est que je vous ai expliqué qu'après la colonisation et l'esclavage, l'Afrique a hypertrophié ses solidarités de proximité. Elle doit reconstruire l'étage des règles du jeu et de l'échange et l'étage de son accès à la société monde. Or, il y a 2 idéologies qu'on inculque à l'Afrique et qui l'empêchent en permanence de sortir de là, qui la fait retomber là-dedans. C'est l'idéologie qui consiste à dire la fatalité de la corruption. Parce que s'il y a fatalité de la corruption en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de solidarité possible hors de la famille immédiate et du clan, donc que l'Afrique n'est pas capable de reconstruire des règles du jeu, et que par conséquent, elle est condamnée à être toujours dépendante et à rester enfermée dans son rez-de-chaussée. Or, il y a tout un tas de gens qui vous disent « la corruption, c'est pas grave, c'est naturel, etc. etc. » Vous savez très bien que quand je dirais, ce que l'Afrique a de valeur et de tradition, ce n'est pas le pillage, le mensonge, etc. On apprend autre chose. Mais après ça, on vous dit, vous ne pouvez pas fonctionner à l'étage supérieur sans la corruption. Tant que les Africains ne combattront pas la corruption en se disant, ce langage de corruption, c'est un langage néocolonial parfait, eh bien,
il y aura beaucoup de mal à en sortir. J'en ai beaucoup discuté avec les Sénégalais qui ont réussi à renverser un système illégitime, mais maintenant ils sont confrontés à leur